Pour la petite histoire, je faisais une conférence sur la révolution du topinambour dans le cadre de Blend Web Mix. Alors là, j'ai changé de sujet, je suis passé à quelque chose de sérieux, qui est donc l'informatique quantique. Et j'ai le plaisir de réunir un panel de très haut vol avec Alexia Ofève, qui va nous rejoindre, donc, qui est directrice de recherche au CNRS et à Grenoble, dans l'Institut Néel, et qui est spécialisée de pas mal de sujets, dont la thermodynamique et l'énergétique du calcul quantique, qui est le sujet sur lequel elle va intervenir, mais elle s'intéresse aussi aux questions, je dirais, relatives aux sciences sociales et humaines et sur l'impact des technologies quantiques sur la société. Elle a d'autres rôles qu'elle évoquera, notamment dans l'écosystème grenoblois. Ensuite, il y a Marc Kaplan, qui est cofondateur et CEO d'une start-up, de la douzaine de start-up françaises dans le domaine, qui s'appelle VeriCloud, et qui est une start-up qui est spécialisée dans les télécommunications quantiques. Et ce sera l'autre sujet qu'on abordera dans ce panel. Et nous avons ensuite Marc Porcheron, ici présent, qui est responsable en fait de la recherche et du développement, plutôt dans le domaine du logiciel et des logiciels quantiques chez EDF, qui est une des grandes sociétés françaises qui s'intéresse au cas d'usage du quantique dans un métier, donc le métier d'énergéticien. Alors, ce panel est un petit peu original si on le compare au panel de l'année dernière. L'année dernière, c'était en gros ce qu'on appelait le Quantum 101, qui consiste à expliquer ce qu'est un ordinateur quantique, comment ça marche. Aujourd'hui, on va un petit peu démarrer avec ça, mais on va surtout angler cette discussion sur trois axes qui ne sont pas toujours bien évoqués autour du calcul quantique, qui sont, la dimension énergétique, qui est assez importante parce que finalement, la question qu'on se pose sur le calcul quantique, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on aura des ordinateurs de grande capacité de calcul. Est-ce qu'ils consommeront beaucoup d'énergie? Quels sont les enjeux qui sont derrière? Le deuxième enjeu qu'on va évoquer, c'est comment on va relier ces machines entre elles, et d'une manière générale, comment on va utiliser les ressources de la physique quantique pour faire des télécommunications quantiques et de la cryptographie quantique. C'est le rôle de Marc. Et puis, avec Marc Porcheron, on va évoquer les cas d'usage, c'est-à-dire comment les entreprises, en tout cas une entreprise française de grande taille, voit les choses du point de vue des cas d'usage, comment ils abordent ce sujet qui est nouveau. Parce que vous n'êtes probablement pas nombreux dans la salle à avoir déjà abordé la veille technologique sur le sujet du calcul quantique, avoir imaginé les études de cas, donc c'est très intéressant de voir comment une grande entreprise française s'est approprié le sujet depuis à peu près 2-3 ans pour démarrer. Alors pour commencer, on va commencer par Alexia. Alexia, ton rôle pour démarrer, avec le micro qui marche, voilà, c'est déjà de nous faire un petit rappel explicatif sur finalement à quoi sert l'ordinateur quantique, à quoi ça ressemble, quels enjeux c'est censé traiter, et après on rentrera un peu plus dans le détail des enjeux énergétiques, des enjeux applicatifs. Alors déjà, test micro, vous m'entendez? Super, c'est bon. Malgré le masque, tout va bien. Déjà, juste merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être ici, dans une salle où j'ai peut-être vu mon premier film d'enfant. C'était E.T. à la Cité internationale, donc voilà, je suis un peu émue. Ensuite, donc, par rapport à ta question, Olivier, je vais désamorcer quelque chose tout de suite. Je ne vais pas dire à quoi l'ordinateur quantique ressemble, parce que pour le moment, dans les fantasmes, l'ordinateur quantique, il n'existe pas. Donc, c'est un objet mouvant, c'est un objet qui est en cours d'élaboration dans les labos de recherche et dans les laboratoires de développement des entreprises. Par contre, ce que je peux très volontiers rappeler, c'est effectivement pourquoi ça buzz en ce moment là autour et quels sont les ressorts de la puissance d'un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur classique. Ressorts fantasmés ou pas, ça c'est, en fait, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire qui va nous le dire. Donc, déjà, l'ordinateur quantique, c'est un objet qui est né dans le cerveau de physiciens géniaux dans les années 90, donc ça commence à faire déjà une paye. Et ça repose sur une idée, j'allais dire assez simple, mais en fait non. Si vous prenez un ordinateur classique, l'idée, un ordinateur classique, dedans il y a ce qu'on appelle des bits. Donc les bits, c'est pour coder l'information sous forme de 0 et de 1. Et dans un ordinateur classique, l'idée, c'est qu'on va vouloir évaluer des fonctions f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, etc. pour répondre à certaines questions, à certains algorithmes. Et ce qui se passe dans un ordinateur quantique, donc l'ordinateur quantique, il exploite un principe en mécanique quantique qu'on appelle le principe de superposition, qui est qu'un objet physique va pouvoir se trouver, alors c'est un gros mot de le dire, mais on va le dire quand même parce que ça fait quand même passer l'idée d'une façon assez simple, un objet physique en mécanique quantique peut se trouver dans plusieurs états à la fois. Donc un bit dans un ordinateur quantique va pouvoir se trouver dans une superposition de 0, de 1
j'ai dit de 2, de 3. Et de valeurs etc. intermédiaires, comme on dit. Et de valeurs intermédiaires. Et de cette façon-là, en fait, on va pouvoir manipuler les états du registre de calcul de telle façon on ne sera pas obligé de calculer la fonction f de 0, f de 1, f de 2, etc. On va pouvoir exploiter cette superposition pour avoir des réponses et des résultats de calcul en beaucoup moins d'étapes que dans un ordinateur classique. Donc l'idée, c'est d'exécuter ces fonctions en même temps, c'est ça le principe. Hein. En même temps. En théorie, quoi. En théorie. Donc c'est de là que vient cette fameuse accélération exponentielle du calcul quantique. Alors exponentielle ou pas, il y a un algorithme qui est assez connu quand on démarre l'information quantique, c'est l'algorithme de Grover par exemple. Donc l'algorithme de Grover, c'est simplement, vous imaginez que vous avez un annuaire, vous avez un numéro de téléphone et vous devez trouver le nom qui correspond à ce numéro de téléphone. Dans un monde classique, vous allez devoir globalement vous taper au moins la moitié de l'annuaire avant de trouver le nom qui correspond. Dans un monde quantique avec un annuaire quantique, c'est juste la racine du nombre de noms que vous allez devoir parcourir pour trouver une réponse. Donc parfois, il y a des accélérations qui ne sont pas exponentielles, qui vont être juste en racine. Et il y a un algorithme qui est très connu, qui est le fameux algorithme de Shor, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, lui, est censé apporter une accélération exponentielle. Tout à fait. Donc, et l'algorithme de Shor, c'est celui qui fait triper le plus les gens, parce que justement, c'est celui qui va... Alors comment on pourrait... je dirais interpréter le buzz actuel, hein, d'où ça vient, de tous les pays s'excitent sur le sujet. Pourquoi en ce moment il y a cette espèce d'excitation sur les calculs quantiques, alors que tu es en train de dire ça n'existe pas encore réellement de manière exploitable? Là, moi, je vais donner un point de vue de chercheur, enfin de chercheuse en l'occurrence. Je ne me suis toujours pas expliqué l'affaire de mon point de vue de chercheuse, en fait, parce que l'information quantique, moi, je vis avec depuis que je fais ma thèse, finalement. J'ai participé à un groupe de recherche au CNRS là-dessus depuis que je suis petite, quoi. Et donc, finalement, c'est quelque chose auquel on s'est habitué. Maintenant, c'est toujours pareil. À quel moment le curseur est suffisamment avancé dans la connaissance pour que tout d'un coup, ça devienne une innovation? Bon, là, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre. Et je dirais c'est une conjonction de superbes résultats sur la qualité des bits quantiques dans les laboratoires de recherche, d'une part. Et d'autre part, on voit aussi que, par exemple, dans le monde de la microélectronique, on arrive à certaines frontières indépassables en termes de consommation énergétique, dissipation de chaleur, etc., qui font qu'on cherche le changement de paradigme. Et les technologies quantiques de l'information, ça peut être ce changement de paradigme. Donc, on s'engouffre dans la brèche. Et après, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez granulaire, quoi. Ça repose sur des individus. Il y a des individus proches de certains gouvernements qui sont tombés amoureux du quantique et qui ont fait le job d'en parler, de convaincre, ce qui donne cette vague mondiale, enfin qui a démarré d'ailleurs. Avec certains pays d'ailleurs qui ont démarré très tôt. Beaucoup plus tôt qu'avec d'autres. Nous, on est... On n'est pas si en avance que ça. Quels sont les pays qui ont démarré en premier d'ailleurs Ça me prend par les sentiments. Mais... Ouais. Donc il y a eu Singapour qui a été extrêmement en avance là-dessus avec la création du Center for Quantum Technologies. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Le Royaume-Uni aussi a fait des hubs quantiques. Dès 2013, donc ça remonte. Oui. Et puis après, évidemment, il y a les Américains et les Chinois qui ont mis... qui ont compensé en mettant beaucoup de... Et donc nous, on a notre plan 1,8 milliard annoncé en janvier dernier, quand même. Voilà, oui. Comment il est perçu par les chercheurs, d'ailleurs, ce plan? Il est perçu comme une manne ou pas? C'est comme la langue et Aesop, c'est la meilleure et la pire des choses dans un laboratoire, parce qu'il faut voir comment, en fait, l'argent est mis en place, et si effectivement... Mais là, ça nous amène peut-être à un autre moment de notre discussion, mais comment on va faire en sorte que... ce plan permet à la fois de financer de la technologie, ce qui correspond aux attentes des décideurs, des politiques, etc., qui veulent créer des emplois, ce qui est tout à fait légitime, et puis en même temps créer un couplage entre recherche fondamentale et industrie qui manque actuellement en France sur les deep tech, je dirais. La recherche fondamentale et l'industrie, c'est des entités qui ont des logiques propres, des temps propres, qui ne sont absolument pas les mêmes. Il ne faut surtout pas essayer de faire en sorte qu'il y ait un maître et un esclave, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment un couplage nouveau. Et donc moi, personnellement, c'est ça que j'attendrais de ce plan, en fait. C'est créer des connexions et des modes de fonctionnement qui permettent de casser des cases et d'inventer des nouvelles choses. On va voir un exemple avec Marc, puisque Marc, donc, toi, tu t'intéresses au sujet depuis à peu près 2-3 ans. En fait, en général,
le son vient au micro tout seul. Il y a un potentiomètre en haut qui marche tout seul. Et donc, toi, tu t'es intéressé donc au sujet il y a quelques années. Comment le sujet est arrivé chez EDF et comment une entité comme EDF s'approprie un tel sujet qui est très early stage, comme on dit en français, quoi. Oui, ben, je vais essayer de répondre à la question. Donc, bon, je ne vais pas évidemment présenter EDF, que j'imagine tout le monde connaît, mais dans le centre de recherche d'EDF, qui regroupe à peu près 2000 personnes, dont 1500 chercheurs, on essaye de développer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, grosso modo pour aider les métiers d'EDF qui vont, comme vous le savez, de la production d'électricité jusqu'à sa commercialisation, en passant par le transport et la distribution, à prendre de bonnes décisions, disons, dans toute cette chaîne qu'on appelle la chaîne du management de l'énergie. Donc vous pouvez l'imaginer, dans cette chaîne du management de l'énergie, il y a énormément de problèmes complexes à résoudre, des problèmes souvent très très techniques, et qui sont gros consommateurs de moyens de calcul classiques. On a, nous, au centre de recherche d'EDF, des moyens de calcul qu'on appelle haute performance, qui sont, si vous voulez, des grands centres de calcul de clusters d'ordinateurs parallélisés classiques, qui nous permettent de résoudre ces problèmes. Et même avec ces moyens de calcul extrêmement puissants, parmi les plus puissants au monde, eh bien, on n'arrive pas à résoudre, disons, comme on le voudrait, et de manière aussi efficace que ce qu'on voudrait, beaucoup de ces problèmes qui interviennent dans l'optimisation de cette chaîne de production, de distribution, de transport, de commercialisation de l'électricité. Je vais vous donner un exemple concret. Bon, il y a beaucoup de véhicules électriques qui commencent à apparaître, et la mobilité électrique va probablement se développer dans les années qui viennent, comme vous le savez. C'est très important pour en particulier des questions environnementales. Bon, et vous le savez, quand vous avez des milliers, voire des centaines de milliers de véhicules électriques qui roulent, par exemple un départ de vacances, eh bien il va falloir qu'ils se rechargent sur des bornes. Et donc il va falloir choisir une allocation, on appelle ça un ordonnancement optimal des véhicules sur les bornes disponibles, de manière par exemple à minimiser leur temps d'attente. Évidemment, vous n'avez pas envie que tout le monde arrive au même moment sur la borne et que vous attendiez des heures avant de pouvoir vous charger, déjà que la charge elle-même peut être assez longue. Donc c'est typiquement un problème qu'on appelle un problème d'optimisation, de recherche opérationnelle, on dit aussi, ou de logistique. Et ces problèmes-là, vous imaginez, sont éminemment combinatoires, c'est-à-dire qu'il faut examiner des espaces de recherche extrêmement immenses pour pouvoir trouver la meilleure solution, en tout cas une bonne solution. Bien, ce genre de problème-là, donc ces problèmes d'optimisation combinatoire ou discrète, sont extrêmement difficiles à résoudre avec des ordinateurs classiques. On y arrive, mais en général, on n'y arrive pas pour, disons, des tailles d'instances, des nombres de véhicules, dans mon exemple, aussi grands que ce qu'on voudrait. Et quand on y arrive, eh bien souvent, on n'a qu'une solution approchée par rapport au meilleur ordonnancement possible de ces véhicules sur les bornes. Ben, c'est typiquement le genre de problème dont on peut espérer, comme l'évoquait tout à l'heure Alexia, qu'on puisse améliorer leur résolution par l'ordinateur quantique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'en est pas encore sûr. On ne sait pas exactement encore dans quelle mesure les calculateurs quantiques nous permettront de résoudre plus efficacement ce genre de problème. Mais on a de bonnes raisons de penser que peut-être ça permettra de le faire dans les années qui viennent. Bon ben, voilà un exemple typique et très concret de pourquoi EDF s'intéresse au calcul quantique, parce que ça nous permettra peut-être, on l'espère, de résoudre plus efficacement, plus rapidement ce genre de problème extrêmement important en pratique, des problèmes industriels extrêmement importants. Donc finalement, la première réponse à la question que tu as posée, Olivier, c'est ce genre de problème-là, j'en ai un exemple, il y en a beaucoup, vous l'imaginez, dans toute une série de domaines scientifiques, on espère pouvoir peut-être les résoudre plus efficacement avec des calculateurs quantiques. Et donc on a justement envie de répondre à la question, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir, est-ce que c'est demain, le slide. Est-ce que c'est après-demain, et peut-être est-ce que d'ailleurs ça n'arrivera pas, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être qu'on ne pourra pas finalement arriver à construire des calculateurs quantiques qui nous permettent réellement de résoudre ces problèmes, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, plus efficacement qu'aujourd'hui, parce qu'il reste des grosses incertitudes technologiques, en particulier sur le nombre de bits quantiques qu'on peut mettre dans ces machines. Et pour résoudre ce genre de problème, on aura probablement besoin d'un grand nombre de qubits, on appelle ça, de bits quantiques.
La deuxième raison que je voulais évoquer, ça a été aussi évoqué très rapidement, pourquoi ça peut intéresser une boîte comme EDF, ce calcul quantique, c'est parce que certains algorithmes quantiques menacent ce qu'on appelle la cryptographie, la sécurité des données actuelles dans tous les systèmes d'information du monde entier. Et donc l'exemple le plus connu, c'est l'algorithme de Shor, qui aujourd'hui n'est implémenté sur aucun calculateur quantique parce qu'il faudrait probablement des millions de qubits pour qu'il fonctionne. Mais si un jour un tel ordinateur est construit, eh bien, tous les systèmes de cryptographie qu'on utilise par exemple sur Internet pour sécuriser les transactions, les transmissions de données, seront menacés par un tel algorithme. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'une boîte comme EDF, mais globalement toutes les institutions gouvernementales, l'armée, les banques, etc., sont absolument intéressées et inquiets de ce qu'on appelle cette menace quantique sur la cryptographie. Donc il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on comprenne comment éventuellement répondre à ces calculateurs quantiques qui pourraient attaquer les systèmes de cryptographie actuels. Et c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Comment se défendre avec des ordinateurs classiques contre d'éventuelles attaques quantiques qui pourraient survenir dans les années qui viennent. Donc ça, c'est le deuxième sujet, évidemment, qui nous intéresse, nous, EDF, mais comme tout le monde, on va dire. Et puis, dernier sujet, rapidement, très important, qui a aussi été évoqué, c'est la question énergétique. Il se peut, ça on en parlera peut-être plus tout à l'heure, que les calculateurs quantiques soient moins gourmands en énergie que les calculateurs classiques. Donc ça, évidemment, c'est très très important sur le plan industriel. Je le disais, on est gros consommateur de temps de calcul. Ça coûte cher, c'est pas bon pour l'environnement. Et donc, si le calcul quantique permettait de verdir, entre guillemets, pour la bonne cause, les moyens de calcul haute performance, ce serait une avancée extrêmement importante. Donc ça peut être aussi le troisième sujet qui, au-delà évidemment d'EDF, pourrait intéresser l'ensemble de la société, cette diminution de la consommation énergétique des moyens de calcul. Est-ce qu'on pourrait commenter le papier là, qui est affiché? Parce que finalement, il rebondit sur le principe d'Alexia qui est de travailler à plusieurs. Ce papier, il associe l'extraordinaire qu'il associe de la recherche fondamentale, une entreprise privée, Atos, et EDF en tant qu'utilisateur. C'est rare des papiers comme ça. Oui, on est très content de ce travail, en effet. Donc, il est là. Ça illustre comment on essaie de travailler sur le sujet. C'est important d'insister sur le fait que nous, évidemment, EDF, on n'est pas spécialiste de ces sujets-là. Donc on a besoin de travailler avec les gens qui sont spécialistes. Et les gens qui sont spécialistes, ce sont les laboratoires de recherche, les grands laboratoires de recherche académiques. En France, évidemment, le CNRS ou l'INERIA, et puis les laboratoires académiques d'université, avec qui on monte des partenariats. Par exemple, pour co-diriger ensemble des thèses sur le sujet. Une des signataires, Margarita, c'est une doctorante avec qui je travaille dans notre labo. Et puis aussi, c'est très intéressant de nous associer avec des startups dans le domaine quantique, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en train de se créer. Et donc effectivement, là, c'est un papier scientifique, justement, sur l'application que j'évoquais tout à l'heure, d'optimisation de l'ordonnancement de véhicules électriques sur des bornes de recharge, qui est un travail qu'on a fait en commun, donc avec une start-up qui s'appelle Pascal, avec laquelle on travaille, qui est une start-up qui développe une technologie quantique particulière, et puis donc avec Emmanuel Jandel et Simon Perdry, qui sont les co-directeurs de thèse de Margarita avec moi, et puis donc aussi un collègue autrichien qui travaille aussi sur le calcul quantique. Donc c'est un exemple effectivement de collaboration, et on est convaincu qu'on ne pourra avancer que par ce type de collaboration. Alors il faut préciser un point sur ce papier, c'est que c'est un papier qui étudie l'accélération dite quantique sur le calcul de résolution de ce problème de charge des batteries, mais il n'a pas été réalisé sur un ordinateur quantique à ce stade. Oui, alors effectivement, ça fait partie de la zone dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire une zone entre, recherche académique fondamentale et puis innovation technologique. Et on est vraiment, je crois, dans le calcul quantique, dans cette zone-là, dans lesquelles on a encore besoin de faire de la recherche fondamentale, c'est très très important. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de questions ne sont pas résolues sur le plan de la recherche fondamentale. Et puis, en même temps, les progrès de ces dernières années permettent quand même de faire des choses concrètes et d'industrialiser un certain nombre de procédés. C'est le cas, c'est pour ça que les startups se montent, en particulier, qui vont proposer déjà des ordinateurs quantiques avec quelques qubits, sur lesquels on peut déjà expérimenter des choses. Mais, en effet, aujourd'hui,
L'ordre de grandeur, c'est qu'on est capable de simuler sur une machine classique, disons une quarantaine de qubits au maximum, hein, et on ne peut pas aller au-delà de ça. Et comme aujourd'hui, les vrais calculateurs quantiques, en général, disons avec suffisamment de robustesse, de fidélité, hein, et de correction d'erreurs, n'atteignent à peine la vingtaine de qubits disponibles, c'est vrai que très souvent, on est obligé de simuler les machines quantiques qu'on va peut-être utiliser dans les années qui viennent pour pouvoir résoudre nos problèmes. Donc en effet, ces travaux ont été faits en simulant le calculateur quantique de la start-up Pascal et en regardant comment l'algorithme qu'on a implémenté pour résoudre notre problème pourrait s'appliquer sur la machine quand elle sera disponible, on espère cette année. Mais c'est de la simulation de calcul quantique, oui. Et est-ce que justement chez EDF, il y a des tests qui ont été faits sur d'autres machines, comme celles qui existent, de D-Wave ou d'IBM, ou oui, alors, d'autres acteurs qui commercialisent déjà via le cloud de l'accès à des machines? Tout à fait. Alors, nous, en tant que potentiel futur utilisateur industriel de ces technos, on a coutume de dire qu'on est agnostique aux solutions technologiques d'implémentation des qubits et des calculateurs futurs. Donc en effet, nous, on est intéressé à tester les technos, quelles qu'elles soient, on va dire, dès qu'on a suffisamment confiance dans le fait qu'elles pourraient servir à résoudre nos problèmes. Donc on travaille effectivement avec la start-up Pascal qui développe une technologie particulière de calculateur quantique, mais on a par exemple cette année acheté à D-Wave, alors je ne sais pas si on a le temps d'en dire plus sur D-Wave, mais c'est une société canadienne qui propose un moyen de calcul quantique un peu spécifique, qui n'est pas un calculateur quantique généraliste, on ne peut pas tout faire avec, mais on peut faire des choses qui nous intéressent, en l'occurrence résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire. Et donc on a acheté du temps de calcul à D-Wave pour tester leur machine sur nos problèmes, toujours avec cette même démarche expérimentale, voir ce que ça donne sur de petits problèmes, parce que même sur la machine D-Wave, on ne peut pas traiter de gros problèmes, et puis se poser la bonne question, qui est vraiment en lien avec tous les travaux actuels, et puis avec la question que tu poses aujourd'hui dans cette table ronde, c'est est-ce que ça va passer à l'échelle ? C'est-à-dire aujourd'hui, les résultats qu'on a eus là, qui tendent à montrer que les algos quantiques pourraient marcher au moins aussi bien que les algos classiques, est-ce que, eh bien, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra les faire tourner sur de très très gros problèmes comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, avec des centaines de milliers de tâches à ordonnancer, par exemple, et est-ce que donc les méthodes qu'on teste aujourd'hui passeront à l'échelle dans les années qui viennent ? C'est la démarche qu'on a, quelle que soit la technologie. Alors, tout à l'heure, Alexia, tu disais, on ne sait pas à quoi ça ressemble un ordinateur quantique, pourtant, il y a quand même des photos qui circulent, on voit des chandeliers, comme on dit. Hein. Alors ça, c'est une machine de Rigetti, je crois, qui a quelques qubits. Ça, c'est la machine de Google qui a été sortie il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce machin? et très souvent, des cryostats. Voilà, et alors très souvent, dans les interventions qu'on peut faire sur le quantique, la première question qui vient, on va la poser d'emblée, c'est, alors oui, il paraît qu'on doit refroidir ça à très très basse température, donc comme refroidir ça coûte cher, ça risque de faire exploser l'addition énergétique à cause du refroidissement. C'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il en est en fait? Alors là aussi, c'est un sujet de recherche qui est vraiment ouvert. Déjà, tout à l'heure, pour revenir sur le début de ta question, j'ai dit on ne sait pas à quoi ressemble un ordinateur quantique. C'est qu'il n'y a pas un seul modèle, bien sûr, d'ordinateur quantique. Là, tu nous montres des exemples de cryostats qui sont effectivement ceux qui ont donné lieu aux premières démonstrations d'avantages quantiques. On pourra revenir sur la définition. Mais il y a aussi des avantages quantiques avec des photons où on ne verra pas de cryostat. Maintenant, effectivement, sur cette technologie-là, donc, qui va être une technologie de qubits supraconducteur, on a besoin de refroidir. Et effectivement, le coût énergétique majoritaire pour ce genre de technologie va être la puissance cryogénique. Et donc, ensuite, voilà, la question que soulevait Marc et que tu soulèves aussi, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les technologies quantiques consomment potentiellement moins d'énergie que les technologies classiques de traitement de l'information? Et là, c'est un problème qui est aussi ouvert que la définition de l'avantage quantique lui-même, dans le sens où on va trouver dans beaucoup d'argumentaires des gens qui vont nous dire que un ordinateur quantique va consommer moins qu'un ordinateur classique, tout simplement à cause de l'avantage quantique lui-même, qui fait qu'il y a moins d'étapes physiques, il y a moins de complexité pour avoir le résultat d'un calcul. S'il y a moins d'opérations physiques, forcément, ça va coûter moins cher, ce qui fait complètement sens.
Il y a 2 autres arguments qu'on peut avancer à ça, dans le sens de on pourra éventuellement dégager un avantage quantique énergétique. C'est d'une part que, contrairement aux technos classiques de l'information, quand on manipule un bit quantique, on manipule des états d'énergie qui sont vraiment tout petits. Donc, c'est un avantage de type première révolution quantique, en fait. On va manipuler des différences d'énergie entre le 0 et le 1 qui sont vraiment ridicules. Donc ça fait, déjà, ça cause dans le sens d'un avantage. Et le deuxième, qui est beaucoup moins souvent mis en avant, parce que c'est un peu futuriste, c'est que contrairement au CMOS qu'on utilise actuellement, la technologie quantique, c'est une logique réversible. Quand on prend une porte logique dans un ordinateur de maintenant, qu'on utilise tous les jours, on va rentrer 2 bits et on va en sortir un seul. Donc on a perdu un bit d'information. Et cette irréversibilité, elle génère de la chaleur, en fait. Si on prend maintenant une porte quantique, on va rentrer 2 bits quantiques, on va sortir 2 bits quantiques. Et cette réversibilité, intrinsèque à la logique quantique, elle peut être, si on se donne du mal, aussi à l'origine d'un gain énergétique. Maintenant, la clé, c'est il faut vraiment se donner du mal, ça ne va pas être quelque chose de donné. Quelque chose d'assez évident, c'est que là, sur cette photo de cryostat, on voit plein de fils. Donc, pour manipuler des qubits, il faut qu'ils soient isolés, qu'ils soient mis à froid, qu'ils soient isolés de ce qu'on appelle le bruit, qui va potentiellement donner des erreurs. Donc, il faut vraiment beaucoup protéger notre processeur quantique. Et ça, c'est à l'origine d'une déperdition énergétique. Le contrôle classique est à l'origine d'une déperdition énergétique. Donc, le contrôle, c'est donc ces fils qui, pour faire simple, descendent du courant sur le... En fait, le processeur, il n'est pas visible ici, parce qu'ils l'ont détaché. Il est en bas, normalement. Il est connecté à la forêt de fils qui est en bas. Ouais. Il est alimenté par tous les fils qui sont au-dessus, qui envoient du courant, en fait, pour faire simple. Oui, tout à fait. Qui envoient du courant et qui vont dire, par exemple, au qubit, là, je t'applique telle porte, une porte X, une porte Z, telle action. Et donc, ça dissipe. Et forcément, en fait, ce que je veux dire, je vais arriver à la fin de ma phrase, c'est que on ne va pas... J'essaye de formuler quelque chose de sensé, mais les destins de la conso énergétique de l'information, qu'elle soit classique ou quantique, ne sont pas séparés, en fait. C'est-à-dire, si on n'a pas une solution pour traiter classiquement l'information qui consomme peu, eh ben, le traitement de l'information quantique, ça sera à l'avenant. La raison, c'est qu'en fait, ces fils, ils sont pilotés par de l'électronique. Et pour qu'on ait, au lieu de... Là, il y a 200 fils qui contrôlent 50 qubits à peu près. Le jour où on aura 1 million de qubits, il faudra 4 millions de fils. Ça pose un problème. Donc, il faut être capable de piloter ça de manière efficace, de manière classique. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Pour qu'en dessous, le quantique, il suive et qu'il marche. Exactement. Mais tu peux préciser pourquoi on refroidit ces qubits, en fait? C'est quoi la raison fondamentale? Alors, la raison fondamentale, c'est une raison qu'on n'a pas évoquée au début quand on a discuté du principe de l'ordinateur quantique, c'est que pour manipuler ces états superposition, pour manipuler des grandes quantités d'intrications qui sont effectivement à l'origine de l'accélération quantique, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, tout le calcul s'effondre, le résultat du calcul est perdu. En fait, c'est un petit peu pour... Je ne sais pas si Julien Bobroff en a parlé, le mythe du chat de Schrödinger. Non, pas trop. Voilà, donc en mécanique quantique, en fait, quand les pères fondateurs ont discuté de la signification du formalisme quantique, il y a ce paradoxe du chat de Schrödinger qui est sorti, où tant qu'on n'a pas ouvert... J'essaie d'accélérer. Oui. Voilà, Est-ce que je raconte l'histoire du chat de Schrödinger? C'est peut-être pas vraiment la position. Donc, l'idée, c'est pour préserver des grandes quantités d'intrications, il faut surtout pas mesurer. Et donc, il faut que notre processeur quantique, là où on va faire le calcul, soit très très isolé, que l'information sur l'état du système ne se dissipe pas dans l'environnement. Et c'est tout le principe de travailler à froid, en fait. Il faut isoler notre processeur, il ne faut pas qu'il soit perturbé par de la chaleur, par des fluctuations, et c'est pour ça qu'on refroidit. D'accord. Et les enjeux scientifiques, donc, ils sont très variés, en fait. Hein. Tu dis qu'il y a des enjeux dans l'électronique classique, les câbles, comment est-ce que le miniaturise,
c'est une liste assez longue. Hein. C'est une liste assez longue. En fait, disons, on a discuté des câbles, il y a un peu un double, une alternative ou un trade-off à trouver, en fait. Là, donc l'idée, c'est qu'on va avoir notre processeur quantique qui va être bien isolé à l'intérieur de son cryostat, à froid, qu'on puisse faire le calcul sans bruit, tranquillement. Si on fait ça, ça veut dire quand même qu'il va falloir contrôler, donc on a tous ces câbles qui vont relier l'intérieur du cryostat à l'extérieur. Ce qui veut dire que le froid communique avec le chaud de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la conduction. L'autre solution, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le calcul autonome, c'est-à-dire on va essayer de prendre notre contrôle classique, de le mettre à l'intérieur, de le préprogrammer et de manipuler notre processeur de l'intérieur du cryostat. Comme ça, plus de fil, plus de problème. Sauf que si on fait ça, le contrôle classique, ça c'est fait de transistors classiques, de CMOS comme on connaît, et lui il dissipe. Donc ça va être un compromis à trouver entre la quantité de câbles qu'on peut tolérer et la dissipation des processeurs classiques qu'on peut tolérer à l'intérieur du cryostat. Et tout ça, ça doit faire l'objet d'optimisation. Et tout ça, c'est de la thermodynamique. C'est de la thermodynamique. Et d'ailleurs, c'est des travaux qui sont réalisés à Grenoble en particulier. Hein, on y travaille, entre effectivement. Entre le CEA et le CNRS, il y a des équipes qui travaillent là-dessus pour créer ces composants électroniques qui vont faire ça à l'intérieur. Tout à fait. Donc on est pas mal placé. Il y a d'autres pays qui s'y intéressent, mais on est pas mal placé. Oui. Parce que finalement, ce que tu décris là, ça montre bien que le calcul quantique au niveau du hardware, c'est un enjeu d'ingénierie qui amène à associer énormément de sciences et technologies différentes. Ce n'est pas juste les qubits qui sont en bas, c'est tout ce qu'il y a autour. Il faut aussi optimiser les cryostats pour avoir plus de puissance de refroidissement. C'est ça, en fait, l'enjeu. Tu parlais tout à l'heure d'associer des compétences différentes. C'est un vrai enjeu ça marche interdisciplinaire. Bien ça marche bien aujourd'hui ou ça peut s'améliorer? Ça peut vraiment s'améliorer. Ça peut vraiment s'améliorer parce que... je vais dire quelque chose de pas politiquement correct. Mais... Tu peux. On est entre nous. Hein. Voilà, on est entre nous. Moi, là, avec l'initiative quantique nationale, ce que j'attends aussi, c'est qu'il y ait de l'aide pour justement minimiser la consommation énergétique et réfléchir de façon structurée à toutes ces problématiques qui, effectivement, nécessitent d'associer des cryogéniciens, des gens de la recherche fondamentale qui font de la thermodynamique quantique, des gens, des computer scientists qui travaillent sur les architectures, parce que les architectures de calcul vont aussi impacter la consommation énergétique. Et donc, il faut vraiment structurer un secteur de l'énergie en quantique pour répondre à ces questions de minimisation de ressources, de consommation de ressources, de création de paradigmes de calcul sous contrainte de ressources, qui est aussi une autre problématique qui est vraiment très très stimulante, inventer et aussi le fait que, comme je le disais, les destins de l'information classique et quantique sont vraiment très très liés, et l'information quantique peut devenir une technologie habilitante pour l'information classique. En fait, les solutions qu'on va trouver en quantique, on pourra les appliquer pour traiter l'information classique. Mais tout ça, ça demande vraiment une mise en musique, une articulation, l'écriture de roadmap qui soit interdisciplinaire. Il faut structurer un secteur et c'est très urgent de le faire. Et il y a actuellement des petits sursauts par-ci par-là, mais il n'y a rien de vraiment macroscopique qui embarque comme on peut le voir sur d'autres domaines du plan. Donc voilà, il y a alors un peu de boulot. Pour ceux que ça intéresse, Alexia a écrit un papier qui est dans Reflet de la physique, qui est en français, qui décrit en fait tous ces enjeux. Hein. Oui. Tu as fait un peu le tour d'horizon des enjeux, à la fois classiques et quantiques. C'est téléchargeable librement sur Internet. Et ça, c'est une autre photo qui est assez marrante. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est GoldenEye. Ah, c'est GoldenEye. Ouais. Qu'est-ce que c'est GoldenEye? C'est un super film. Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est le cryostat IBM. Ouais, c'est un projet d'IBM de faire un espèce de cryostat géant pour essayer de mettre, je crois, 1000 qubits dans une machine. Donc là, on peut appeler ça la force brute. Ouais, c'est un peu ça. C'est une stratégie. Voilà. En gros, ils veulent multiplier par une vingtaine la puissance des cryostats d'aujourd'hui. Ils font un truc énorme, ils mettent 1000 qubits. Je ne sais pas où ils mettent les câbles d'ailleurs, dans les trous qui sont en haut. Et donc, c'est une approche, quoi. Mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est la seule. En fait, ce qui est assez intéressant dans les technologies hardware du quantique, parce qu'il y a le hard et le soft, c'est de voir que, comme l'illustrait Alexia, il y a une très grande diversité d'approches. C'est très différent de l'informatique classique ou même des objets connectés, qui sont des sujets de ce salon. Il y a, même dans l'aspect physique, il n'y a rien à voir entre un ordinateur à base de photons, un ordinateur avec des atomes froids comme ceux de Pascal, ou un ordinateur à base de qubits supraconducteurs.
les formes sont différentes, la technologie est différente, les outils de contrôle ne sont pas les mêmes. En gros, c'est souvent ou des micro-ondes ou des lasers. C'est vraiment très, très différent. Ça crée presque une forme de tolérance de panne, au sens où il y a peut-être un qui marchera, un autre qui marchera moins. Hein, c'est l'avantage. Hein. Ouais. C'est une exploration. C'est une exploration de toutes les technologies très large. possibles. On est un peu comme au début de l'informatique classique. Alors, Marc Kaplan, il marine depuis quelque temps, là. On va te donner le crachoir. Alors, je vais commencer par te poser une question qui n'est peut-être pas directement liée à ce que tu fais dans VeriCloud, mais tout ce qu'on vient d'évoquer, ça nécessite d'accéder à des outils de développement, de méthodes de travail, de méthodes de codage. On code comme d'habitude, on peut porter un programme écrit en Java, en quantique, ça marche comment? Alors, effectivement, c'est pas tout à fait lié à ce qu'on fait, mais c'est des choses sur lesquelles moi j'ai un peu travaillé dans ma vie d'avant, quand j'enseignais et que je faisais des choses comme ça, où nous tous, mais moi en particulier, j'ai pu assister à la naissance des premiers outils qui permettaient au grand public, entre guillemets, de programmer des ordinateurs quantiques à distance, etc. Donc, les choses ont avancé assez vite. On est parti dans une situation autour de 2000, que je ne dise pas de bêtises, autour de 2013, où effectivement IBM a mis son ordinateur quantique en ligne et avec un outil graphique assez joli qui consistait à simplement faire glisser les portes logiques sur le circuit pour programmer l'ordinateur quantique. Après on appuie Run et on obtient le résultat soit de la simulation, soit sur le véritable ordinateur quantique. Donc ça c'est très intéressant pour se faire la main, pour apprendre, pour des étudiants, mais évidemment, ça marche quand on a 5 qubits. Quand on en a 40, déjà, j'imagine qu'on ne peut plus... IBM va jusqu'à 65 de tête, voilà, donc, à peu près. Dès qu'on veut... c'est typiquement des méthodes qui ne passent pas à l'échelle, et c'est vraiment l'équivalent de l'assembleur qu'on va utiliser pour programmer directement dans le processeur, quoi. Donc c'est des méthodes qui sont intéressantes, mais quand on veut faire des choses plus évoluées, il faut des langages appropriés. Et là aussi, on a des industriels, on a des projets open source, mais on a aussi beaucoup de recherche académique qui est faite sur ce sujet-là, de savoir quel est le bon langage pour exprimer quelque chose, parce que, des choses toutes bêtes, mais une boucle, par exemple, quand on fait une boucle mais que la variable c'est une superposition, qu'est-ce qui se passe? Mais un if then else, on peut le faire en quantique? Pardon? Un if then else. On peut le faire en superposition, oui. Oui, en superposition. En fait, tu fais le if en même temps que else, quoi. C'est ça. Voilà. Donc il y a d'abord une approche qui est de développer des langages ad hoc pour les ordinateurs quantiques. Et en général, ici, on veut être vraiment comme chez EDF, complètement agnostique et essayer de pouvoir d'écrire un programme qui peut être exécuté sur n'importe quel ordinateur quantique qui est sur le marché. Donc ça, aujourd'hui, on a des bibliothèques qu'on peut télécharger pour écrire des programmes pour ordinateur quantique en Python, ça fonctionne. Et il y a une autre approche quand même que je mentionne, même, on verra ce que ça donne, mais on a une société à Singapour qui s'appelle Horizon Quantum, qui a une approche un peu différente et qui pour le moins, est très intéressante, qui est d'automatiser justement toute la quantisation du programme. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils vont proposer, c'est une façon d'écrire des programmes. Enfin, on écrit son programme, en fait, et ça se compile automatiquement en un programme pour ordinateur quantique. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on perd. Je n'ai pas pratiqué assez pour savoir exactement dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir contrôler l'algorithme qu'on écrit et est-ce qu'on ne va pas y perdre. En général, quand on automatise, on y perd. Donc, pour des toutes petites preuves de concept comme 40 qubits, c'est vraiment un problème. Ça peut faire la différence entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais pour le futur, ça peut être une approche assez intéressante. Ouais. Ok. Alors, on va passer aux télécoms. Oui. Alors, quand on ne connaît rien au sujet, les télécoms quantiques, c'est la téléportation. C'est transmettre de l'information plus vite que la lumière. C'est vrai, ça? Non, c'est faux. C'est faux. Alors, la téléportation, c'est vrai. Il y a une chose qui s'appelle la téléportation. Alors, qu'est-ce que c'est cette téléportation quantique? Ça correspond à quoi? C'est pas Star Trek, hein? Star Trek, par exemple, ouais. Qui consiste à transférer un état quantique d'un endroit à un autre, mais il faut quand même utiliser
d'autres ressources. Il faut utiliser de l'intrication. Donc ça, c'est des photons, on va dire, qui sont reliés entre eux. Voilà, et il faut utiliser de la communication classique. D'accord. Mais ce qui est magique, entre guillemets, c'est qu'on a un état quantique qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a pas observé, on ne sait pas ce que c'est, et on peut l'envoyer d'un endroit à un autre sans savoir ce que c'est, en décrivant juste... Alors, ce que tu appelles un état quantique, c'est quoi? C'est le fameux qubit dont Alexia parlait tout à l'heure, c'est ça? un C'est le 0 et le 1 mélangés qubit, avec plein d'informations. Un qubit ou plusieurs qubits. Et donc tu peux téléporter non seulement un qubit, mais plusieurs qubits qui sont enchevêtrés, comme on dit, entre eux, avec cette richesse de calcul. Et ça, tu peux l'envoyer à un autre endroit. Voilà. D'accord. Ça sert à quoi? Pardon? Ça sert à quoi? Alors, ça sert à quoi? Donc l'intrication comme ressource, ça a un certain nombre d'applications avant l'ordinateur quantique. Et c'est un peu ce que je voudrais dire sur les télécoms en général. C'est que, donc moi je viens ici comme représentant des startups, donc avec la promesse de développer des produits qui seront utilisables à plus ou moins court terme. Mais néanmoins, travaillant sur les communications, on a des horizons de développement qui sont complètement différents de ceux de l'ordinateur quantique. Et on a des horizons de développement à court terme, qui sont avec les technologies qui existent déjà aujourd'hui pour fabriquer un seul qubit à la fois. Alors, dans le cas des communications, il faut le transporter, ce qui est compliqué aussi. Et effectivement, l'intrication, c'est ce qui vient derrière. L'idée de pouvoir intriquer des qubits, donc créer cette corrélation un peu particulière qui fait que les deux systèmes quantiques, les deux qubits n'ont plus de description locale. Pourtant, on peut les éloigner autant qu'on veut, mais on n'aura toujours qu'une description globale de ce système. Ça va pouvoir être utile dans des applications de type cryptographique. Bon, alors il y en a plusieurs. Il y a les générateurs de nombres aléatoires pour lesquels on n'a pas besoin vraiment de les déplacer. Il y a la cryptographie dite device independent, je suis désolé, je n'ai pas de terme français, donc la cryptographie où on va être capable d'avoir des garanties de sécurité, même si on n'a pas confiance dans le matériel qu'on utilise. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus... disons, on connaît les tâches, mais on ne sait pas encore bien à quoi elles servent, des idées de quantum tokens, donc l'idée de pouvoir faire des tokens. Il existe même de la monnaie quantique. Voilà, de la monnaie quantique, plus de 20 ans, des choses qu'on ne peut pas cloner, justement, du fait de leur... C'est encore mieux que la blockchain et le bitcoin. Quantique, ou de la monnaie quantique sur la blockchain. Il y a pas mal de choses comme ça, mais bon, on sait que c'est utile pour ces tâches-là, on ne sait pas exactement à quoi ces tâches servent. Nous, c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu chez VeriCloud pour essayer de comprendre. Dans tout ce que tu viens de citer, il y a quand même une différence assez grande entre la cryptographie quantique qui repose sur des technologies qu'on sait déployer quand même dans une certaine mesure aujourd'hui. Ce n'est pas l'ordinateur quantique de dans 20 ans, ça existe, quoi. Et puis après, il y a les exemples d'applications dont tous ne sont pas forcément exactement. mis en œuvre pratiquement. Donc la cryptographie quantique, effectivement, et c'est en ça qu'on a un horizon de développement différent, c'est que ça existe, c'est utilisé. Alors, c'est utilisé de façon commerciale, surtout en Chine, où malheureusement j'aurais dû t'envoyer une photo du réseau chinois qui fait quand même 3000 km. Ils ont des points de 20 ou 30 000. Satellites. Pardon ? Ils ont des points de 30 000 km en ce moment. Voilà. Donc le matériel est mature aujourd'hui, on peut l'acheter, on peut l'utiliser. Nous, on développe certaines pièces de ce matériel chez nous et on le déploie cette année. Par exemple, dans des réseaux qui existent à Berlin cette année, on déploie ce genre de matériel. Donc oui, effectivement, on est vraiment dans du court terme ici. Et par ailleurs, Alexia, tu dois entendre parler de ça, il y a des grosses poussées au niveau européen pour déployer ce type de technologie entre les États. Alors moi, j'aime bien figurer les choses d'un point de vue pratico-pratique. Ça repose sur quoi? C'est de la fibre optique. Disons, le transport, c'est la fibre optique, on pourrait presque dire classique. C'est la même fibre optique que celle qui arrive chez nous. Mais on met des appareils différents au bout, quoi. Mais on met des appareils différents au bout, des appareils capables de générer un seul photon à la fois, l'envoyer sur la fibre optique, ça on sait assez bien faire, et puis détecter un seul photon à la fois à l'autre bout, ça c'est très difficile, mais c'est beaucoup plus facile que ce qui se fait... Et donc en cryptographie, on l'utilise comment? C'est-à-dire que ça veut dire quoi faire de la cryptographie quantique d'un point de vue concret? Alors, ces appareils-là, on les utilise, c'est peut-être un abus de langage de dire cryptographie quantique, parce qu'on ne les utilise que pour une seule chose, c'est pour échanger des clés. On échange des clés de chiffrement entre les deux points du réseau qui sont reliés. Et, on échange ou on partage? On partage des clés. Ouais. Et ces clés, elles ne sont même pas créées ex nihilo, puisqu'on a besoin de... On va amplifier, on va pré-partager une clé qu'on va faire grandir.
D'accord. Donc c'est même pas de l'échange de clés, c'est de l'amplification de clés qu'on fait avec ce genre d'appareil. Mais néanmoins, on obtient des garanties de sécurité qui sont très Parce importantes. que l'idée, si j'ai bien compris, c'est de créer des clés qui sont complètement aléatoires, Ouais. mais dont on sait qu'elles sont la même des deux côtés, quoi. C'est la Elles même sont des la deux même des deux côtés, côtés. personne ne peut l'intercepter entre les deux. Effectivement, si à quelqu'un partir de a là, on fait du tenté chiffrement. d'intercepter entre les deux, par la magie de la physique quantique, il sera repéré puisqu'il va perturber le système en essayant de l'observer. Et donc, on est en situation d'utiliser cette clé pour faire un chiffrement classique cette fois-ci. Le c'est chiffrement ça. derrière est complètement classique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information que tu veux chiffrer, elle circule comment? L'information qui est chiffrée, Ouais. elle circule sur le réseau classique derrière. Donc, tu pourrais très bien imaginer un système où tu as ta fibre optique qui partageait la clé pour que la clé soit la même des deux côtés, mais à la limite, tu peux utiliser un autre tuyau, Ouais. pourquoi pas la 5G, pour envoyer la data, en fait. Oui, C'est ça tout à l'idée? fait. Ouais. Typiquement, par exemple, les satellites. Ouais. Donc, il y a des satellites. On peut embarquer ce genre de matériel dans des satellites, en particulier pour générer les photons. Donc, en général, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir une connexion entre la Terre et le satellite, mais entre deux points sur Terre qui sont peut-être loin l'un de l'autre. Et typiquement, le satellite, ce qu'il fait, c'est que quand il passe au-dessus de la première station, il va partager une clé avec la première station. Puis quelques heures après, il va passer au-dessus de la deuxième station, il va partager une clé avec la deuxième station. Et ensuite, pour permettre aux deux stations de se mettre d'accord, là, il envoie de l'information complètement sur les canaux publics. Et les canaux terrestres, à la limite. Pardon? Les canaux terrestres, Les potentiellement. canaux, quoi. en tout cas, il faut bien l'envoyer sur Terre, mais il n'a plus besoin de communiquer directement avec une des deux stations, il communique avec tout le monde. D'accord. Il faut que les deux stations récupèrent Alors, l'information. cette technologie, sur le long terme, elle permettrait de relier des ordinateurs quantiques entre eux ou pas, alors, finalement? Alors, effectivement, donc, nous, quand on a créé VeriCloud, on a procédé un peu à l'envers. On avait la raison pour laquelle on a créé VeriCloud avec mon associé Elam Kashefi, c'est qu'on avait cette vision assez nette, assez forte, de comment est-ce que les réseaux quantiques allaient évoluer. Quand on parle de les réseaux quantiques, ça existe. C'est le réseau chinois, c'est le réseau européen qu'on aura peut-être d'ici vers la fin de la décennie. Mais nous, ce qu'on voyait, c'est que ces réseaux allaient évoluer pour connecter justement des ordinateurs quantiques, effectivement, et créer un cloud quantique, voilà, qu'on retrouve dans notre nom, VeriCloud. D'accord. Alors, Marc, je voudrais revenir sur la notion de connectivité. On va revenir à la connectivité classique. L'ordinateur quantique, il est fait pour tourner où? Sur ton bureau, dans tes serveurs à toi, dans ton entreprise, ou dans le cloud? Ils vont être où, ces ordinateurs? Alors bon, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse précise. Sur mon bureau, je crois pas. C'est difficile aujourd'hui de préciser comment la technologie va évoluer, mais avec tous les problèmes, en particulier qu'a rappelé Alexia sur le contrôle, énergétique des systèmes quantiques, il y a quand même peu de chances que les engins que tu montrais là tout à l'heure arrivent sous des formes de laptop sur nos bureaux dans les années qui viennent. Hein. On voit bien que ça ne va probablement pas se passer comme ça. Et que probablement, ce qu'on aura, j'imagine, deux types finalement d'outils de calcul quantique disponibles dans mon métier, par exemple. C'est ce qu'on appelle les QPU, Quantum Processing Unit. Donc là, on peut imaginer effectivement des systèmes quantiques matériellement de relative petite taille. Bon, alors, quelle sera cette taille exacte, je ne sais pas le dire, mais qui puissent être intégrés à des moyens de calcul, classiques, qui pourraient être localisés dans un centre de recherche, par exemple. Donc, moi, de mon bureau, je pourrais me connecter à nos moyens de calcul actuels. Et puis, dans mon programme, dans l'algorithme que j'utiliserai pour résoudre mon problème, à un moment donné, il y aura un appel à ce QPU, à cette unité de calcul quantique, qui sera spécialisée dans la résolution d'un sous-problème de mon problème. Et c'est là que j'attendrai un avantage en termes de temps de calcul. C'est un peu comme les GPU de énergétique. NVIDIA dans l'IA, en fait. Exactement, c'est exactement. C'est l'équivalent d'un GPU, mais avec un processeur quantique. Et donc, on peut imaginer que ce soit une techno qui avance assez vite. Hein. Si effectivement les technologies de qubits continuent à progresser, si on arrive à stabiliser, pour des besoins très spécifiques, encore une fois, des unités de calcul quantique de ce type-là pour résoudre des problèmes particuliers, on peut imaginer de les intégrer à nos moyens de calcul classiques pour gagner en performance, en temps de calcul, en espace mémoire ou en consommation énergétique.
Voilà. L'autre chose qu'on peut imaginer, ça a été évoqué tout de suite, hein, c'est qu'effectivement, il y ait alors là des calculateurs quantiques divers et variés, peut-être énormes, hein, dans le cloud. Hein. Et c'est déjà le cas. Hein. Quand je disais tout à l'heure que nous, on a acheté du temps de calcul à D-Wave, c'est exactement ce qui se passe. D-Wave offre du temps de calcul sur ces machines auxquelles on accède dans le cloud en se connectant sur leur serveur. Et c'est via cette connexion au cloud qu'on accède au moyen de calcul quantique lui-même. Voilà, je pense que ça prendra ces formes-là. J'imagine pas trop, effectivement, le laptop quantique qu'on a dans sa petite sacoche. D'ailleurs, moi j'ai quelques données chiffrées là-dessus. Si on prend D-Wave, je crois qu'ils ont vendu moins de 10 machines qui sont installées dans des labos, dans des boîtes, et je crois qu'ils en ont plus de 30 qui sont dans le cloud. IBM, je crois qu'ils ont vendu 2 machines, ils en ont 30 dans le cloud. Donc ça milite pour le cloud quand même, en tout cas dans l'état actuel des choses. Tout à fait. En plus, quand on imagine les coûts de ces machines, alors je crois me souvenir que leur grandeur chez D-Wave, c'était plusieurs millions de dollars. 14 millions. Combien tu dis ? 14 millions une machine. Oui, voilà, D-Wave, 15 millions de dollars, 14 millions d'euros. Bon, tout le monde ne peut pas se payer ça, quoi. Donc effectivement, ils en vendent dans des grandes institutions, et pour le reste, on y accède par le cloud. Dis-moi, Alexia, il y a un point commun qu'on n'a pas traité en détail, c'est qu'on a parlé de télécom, on a parlé aussi de type d'ordinateur quantique. Les photons, ils sont un peu partout, en fait, dans l'histoire. Bah oui. Quel rôle ils jouent, ces photons ? Parce que souvent, quand on parle de qubits supraconducteurs, on pense à un circuit électronique classique. Les qubits dits spin d'électrons, c'est aussi un circuit d'électronique. Mais finalement, les photons, ils sont un peu partout. Fais-nous la pub des photons. Fais-nous la pub des photons. Souvent, ce qu'on met en avant comme très gros avantage pour les photons, c'est qu'ils sont capables de transporter des états quantiques très loin sans se dégrader. Donc il faut imaginer un photon comme un petit grain de lumière. Et ce petit grain de lumière a une certaine polarisation. Et cette polarisation, ça peut être horizontale ou verticale. Et donc cet état quantique, en fait, il va pouvoir se propager dans des fibres ou même dans l'air libre sans être dégradé. Donc ça en fait un candidat idéal pour les communications quantiques, puisque l'idée, c'est de parler à des gens qui sont très loin. Et puis pour le calcul quantique, donc là, il y a des méthodes qui sont en cours d'élaboration parce que toute médaille a son revers. Et la raison pour laquelle les photons peuvent transporter de l'information très loin, c'est justement qu'ils interagissent très peu. Et que donc, c'est très difficile de les faire interagir entre eux et de fabriquer des portes à 2 qubits, par exemple. Donc, il faut passer par certains intermédiaires qui sont les Stalling qubits, donc typiquement des spins, donc ça complexifie un petit peu l'histoire. Mais les photons sont effectivement des très bons candidats pour les deux aspects, donc calcul et communication quantique, et peut-être aussi pour la dimension énergétique de l'histoire, parce que on ne demande pas de les mettre à froid, ceux-là, en fait. Les seuls endroits où il faut qu'il y ait du froid, c'est l'endroit où on émet les photons uniques et l'endroit où on les détecte. Qui sont des lasers en général, c'est ça, ouais. Pardon ? Ça commence avec des lasers en général. Ouais. Exactement, et puis un petit cryo, mais qui n'a rien à voir avec le cryo. C'est plus léger. C'est plus léger. Ouais, d'accord. Il y a une métaphore intéressante avec les photons et avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est que finalement, il y a une très grande diversité technologique. Ce que j'ai compris, moi, des qubits, c'est qu'il n'y en a pas de parfait pour l'instant. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Si tu fais un tableau avec du vert et du rouge, c'est un damier de couleurs incroyable. L'idéal, ce serait qu'on invente un qubit qui a que tout en vert et rien en rouge. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est la métaphore de cette nécessité de collaboration entre les technologies, entre les labos, qu'on retrouverait finalement dans les organisations elles-mêmes ? Et est-ce que tu peux nous... je vais pousser la question un peu plus loin. Est-ce que ce que tu fais à Grenoble, dans une casquette qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, quand je t'ai présenté, qui est que tu coordonnes en fait l'écosystème grenoblois sur les technologies quantiques, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont justement tu essayes de faire en sorte que ces personnes, ces organisations se rapprochent pour qu'on mette tout au vert en fait ? Oula, c'est une énorme question là. On a le temps. Hein. On a le temps. Alors déjà, je suis désolée, le parallèle que tu fais entre faire communiquer entre elles différentes technologies, donc qui vont être différentes technologies de qubits, qubits supra, photons, etc. Et ce qu'on met en place à Grenoble et dans d'autres écosystèmes dans le monde, qui sont le fait de créer de l'interdisciplinarité, c'est quand même pas le même degré de complexité, dans le sens où quand on doit faire causer des technologies de qubits, on est entre physiciens et ça va aller, on se comprend bien, en fait, on est quand même... Mais c'est bien. Voilà, déjà. Et pour conclure, enfin terminer sur les technologies de qubits, très honnêtement, moi je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout mettre au vert à un endroit donné. Ça serait horriblement ennuyeux, ça voudrait dire qu'on perdrait toute la richesse. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de problème, en fait, c'est ça. Voilà, mais non, au contraire, enfin, moi je pense que ce qu'il peut y avoir de très beau, c'est justement d'avoir des
des architectures hybrides où chaque technologie de qubit aura son propre rôle et qu'on puisse mettre en commun tout ça sur... C'est une manière de mettre tout ouvert, c'est-à-dire de rassembler les forces et les faiblesses des uns et des autres pour créer quelque chose de composite. Exactement. En fait. C'est une espèce de synergie entre qubits, on va dire. Maintenant, pour l'écosystème de Grenoble, donc effectivement, c'est un projet qu'on a démarré il y a 5 ans, qui est cette idée que finalement, pour développer des technologies quantiques, on a besoin d'interdisciplinarité. Tout à l'heure, j'ai parlé du couplage recherche fondamentale et industrie, donc c'est un type d'interdisciplinarité, de tentative de combiner des logiques qui sont à la base assez incommensurables. Et puis, à l'intérieur de la sphère académique, il faut aussi qu'on arrive à faire communiquer des gens qui étaient jusqu'à maintenant bien séparés dans des cases disciplinaires bien identifiées. Donc ça va être la physique, ça va être la technologie, les gens qui font des matos, enfin les échantillons dans les salles blanches, ça va être les informaticiens, ça va être les mathématiciens pour tout ce qui va être l'aspect simulation quantique, trouver à quel problème correspond-elle hamiltonien, etc. Et puis aussi, on a toute la dimension sciences humaines. Et donc là, pour certains, ça va aller un peu moins de soi, mais en fait, l'idée, c'est simplement de donner du sens à tout ça. Et donc, on a eu de la chance à Grenoble, je vais faire un peu de la pub pour ça. Voilà, d'avoir quelques physiciens dont j'ai la chance de faire partie qui sont très intéressés par par les connexions entre la physique quantique et toutes les questions qu'elle peut poser, donc d'abord sur le plan philosophique, parce que ça c'est mon intérêt premier en fait. De quel type de réalité on parle quand les objets peuvent être à la fois dans un état et dans un autre? C'est quand même assez perturbant. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'appréhender tout ça et de l'appréhender sans le formalisme mathématique? Parce que quand on parle à des physiciens, très souvent, c'est sortons le hamiltonien. Et non, je suis désolée, le citoyen, la personne en face, la philosophe, parce que j'interagis avec une philosophe, on ne va pas lui sortir un hamiltonien. C'est pas comme ça que ça se passe. Et a priori, la physique, on commence par poser de quelle réalité on parle, et ensuite on met les maths. Et en physique quantique, on a cette espèce de paradoxe où finalement, c'est le formalisme qui a été posé d'abord, qui donne cette efficacité opérationnelle incroyable, et qui fait que derrière, on peine encore à bien expliquer de quelle réalité on parle. Donc ça, c'est des choses qu'on explore. Et puis, il y a également, quand on dit donner du sens, il y a également toute la dimension sociétale, le problème de l'innovation, de l'éthique quantique, donc, dont je suis un peu moins familière, mais dont je suis consciente que c'est vraiment tout le monde est conscient que c'est très, très important. On parle d'acceptation citoyenne, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on met un entonnoir dans la bouche des gens et ils vont se prendre la technologie. C'est vraiment pas le point. L'idée, c'est d'être capable d'accompagner la naissance d'une technologie en faisant comprendre aux gens comment ça fonctionne, en essayant aussi de comprendre en avance si ça va les aider dans leur vie ou pas, parce que c'est quand même ça le point d'une innovation. Donc voilà, c'est des questions qui sont posées, et le type d'action qu'on a mis en place, parce que c'est quand même tricoter de l'interdisciplinarité, c'est très compliqué, en particulier en France où on est un pays quand même très disciplinaire, avec une division des tâches, une analytique qui est très poussée. On a mis en place des incitations à la collaboration via des financements de thèses en co-tutelle entre un mathématicien et un physicien, entre un informaticien et un physicien. On a un groupe de philosophes et de sociologues qui sont embarqués dans un laboratoire de physique et qui font des réunions de groupe avec des physiciens pour réfléchir en direct sur les problèmes qu'on se pose. Donc voilà, c'est ces actions-là qu'on a démarrées il y a 4 ans, 5 ans, et puis qu'on va poursuivre notamment dans le cadre de la stratégie nationale d'accélération des technologies quantiques. Ce matin, Julia de Funès, dans la plénière, disait que le monde technologique était un monde de peur, où on accumulait des peurs, il y a le principe de précaution. Est-ce que les technologies quantiques génèrent des peurs aujourd'hui ou pas? Là, il faudrait demander... Demander à ça. Ouais. Je pense qu'il faut demander si ça vous fait peur. Oui. Marc, tu voulais rebondir là-dessus? L'un des Marc, en fait. Oui, alors, je ne sais pas, il y a plusieurs types de peurs auxquelles on peut penser. Hein.
Donc là, oui, Marc me rappelait ce qu'on a dit sur l'algorithme de Shor tout à l'heure. Là c'est une peur technique, on va dire. C'est-à-dire que le calcul quantique menace les moyens qu'on a aujourd'hui de sécuriser les communications et les données. Donc, la société peut avoir peur de ça, puisque ça veut dire que si jamais ces attaques quantiques se réalisaient, bon, vous imaginez les conséquences. Hein. Bon, enfin, en pratique, notre vie privée est violée sans le quantique aujourd'hui. Hein. Voilà, non mais... De manière assez classique. Hein. Tout à fait. Mais là, on pourrait imaginer que justement... on laisse faire. Oui, on laisse plus ou moins faire. Ouais. Mais si l'algorithme de Shor un jour fonctionne sur de vrais ordinateurs quantiques, on pourrait imaginer que même ce qui nous garantit cette pauvre sécurité qu'on peut déjà considérer comme insuffisante, alors là, volerait aussi en éclats. Donc ça c'est des peurs qui sont vraiment liées, disons, aux avantages quantiques potentiels du calcul quantique sur le calcul classique. Après, je pense que tu faisais aussi référence à des peurs plus sociétales, on va dire. Oui, parce qu'en fait, la peur dont tu parles, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi la raison pour laquelle le microcosme des décideurs, des banquiers a commencé à s'affoler à un moment donné, parce que effectivement, les technologies quantiques, elles portent en elles la menace que le monde qui était opaque devienne d'un coup transparent à celui qui aura cette technologie-là. Mais là, moi, je pensais plus au grand public. Et à mon avis, les technologies quantiques, pour le moment, elles sont encore relativement sous le radar si on compare à l'intelligence artificielle. Mais ça n'empêche pas d'y travailler en avance. Il pourrait y avoir des peurs sur les applications pratiques logicielles, la simulation moléculaire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'ordinateur quantique porte des promesses sur la capacité à simuler le fonctionnement de molécules, parfois dans la chimie organique, donc ça se rapproche du vivant. Ça peut générer ses propres peurs, hein, comme les OGM. Donc il faudra peut-être s'y préparer à ça aussi, dans l'explication au grand public. Mais c'est peut-être très long terme, par contre. Mais je trouve l'analogie, enfin, la référence que tu fais à l'IA est très intéressante parce que, alors je n'ai pas la réponse, hein, mais parfois je me demande si justement le calcul quantique, quelque part, est moins angoissant que ne peut être ce qu'on fait aujourd'hui en IA. Vous le savez tous ici, hein, on en parle assez. Des décisions sont de plus en plus prises, hein, qui vont parfois jusqu'à des décisions de justice, par exemple, hein, sur la base d'utilisation de techniques comme les réseaux de neurones, qui sont de plus en plus répandus. Hein. Je prends cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Et en fait, le problème, quand même, qu'il faut reconnaître, c'est que personne ne sait expliquer comment un réseau de neurones finit par prendre une décision. Tout simplement parce que sa décision est prise sur la base de corrélation et non pas sur la base de phénomènes causaux. Et c'est très inquiétant. Alors on peut constater qu'il est très performant, ce réseau de neurones, hein, c'est-à-dire que bon, si je prends maintenant l'exemple de reconnaissance d'images, il va effectivement, dans un grand nombre de cas, parfaitement reconnaître des images et les classifier, mais il n'empêche qu'on aura tuné cet algorithme de machine learning de manière très empirique, hein, et en général ça prend d'ailleurs beaucoup de temps, on le fait beaucoup à EDF, hein, pour pas mal d'applications, et ce sera très difficile par la suite d'expliquer pourquoi on est arrivé à ce paramétrage qui marche le mieux, et donc d'expliquer le comportement du réseau de neurones. Peut-être que, en dépit du fait que la physique quantique est compliquée, pas facile à expliquer, peut-être par contre que le fait qu'elle s'appuie sur un formalisme qui, lui, par contre, est mathématiquement parfaitement compris, même si, comme tu le disais, les phénomènes, eux, que miraculeusement ce formalisme explique, on a beaucoup de mal à les appréhender, peut-être que nos algorithmes quantiques seront plus faciles, on pourra mieux justifier les décisions d'un algorithme quantique que celles d'un réseau de neurones de machine learning actuel. Mais la question est posée. Hein, la question est posée. Alors, j'ai encore quelques questions à poser à nos intervenants, mais je vous précise que vous pouvez poser des questions. Vous pouvez lever le doigt dans la salle. Ceux qui sont en ligne, qui nous regardent, vous pouvez poser des questions que j'ai sous les yeux, normalement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. On a quelques minutes pour répondre. Alors, je voudrais passer à Marc Kaplan. Toi, tu fais partie d'une espèce particulière qui sont les startups. Les startups, c'est devenu un véritable phénomène sociétal. Hein. On parle de 1 milliard d'euros qui a été levé Pas que hier. en quantique. Hein? Pas que en quantique. Pas que dans le quantique. En France même, c'est devenu un phénomène sociétal. Finalement, est-ce que les startups du quantique illustrent ce phénomène d'une manière ou d'une autre? Moi, j'y vois une différence, en tout cas par rapport aux startups de l'IA ou aux startups dans les objets connectés. C'est qu'une partie d'entre elles sont souvent issues directement de travaux de laboratoires de recherche. Elles ont ce qu'on appelle une roadmap produit qui est souvent étalée sur un nombre d'années assez significatif, ce qui n'est pas forcément le cas de la tienne. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet écosystème de start-up qui est en train de se créer en ce moment, qui se développe et qui a peut-être des caractéristiques un peu particulières? Oui, alors je peux parler que de l'écosystème start-up quantique, mais oui. Mais oui, effectivement, il a ces deux caractéristiques-là. Donc ça, c'est ton logo. Hein. Ça, c'est plutôt une description de l'intégration de nos produits.
La première caractéristique, c'est effectivement, on parle de temps de développement qui sont plus longs que ce qu'on a dans les startups habituelles. Bon, fait partie de ce segment qu'on appelle les deep tech, et où effectivement on a des temps de développement qui sont plus longs, ou des go-to-market, comme on dit dans le jargon. Donc avec des problématiques assez différentes de levée de fonds, etc., des choses comme ça. Maintenant, en contrepartie, bon, alors évidemment, il y a une espérance de gain qui est importante. C'est pour ça que ces entreprises trouvent à se financer. Maintenant, disons, il y a quand même l'idée assez forte que la principale incertitude à lever pour l'investisseur, la personne qui va investir dans ces entreprises, ça reste quand même l'aspect technique. Et effectivement, d'où le fait que ces entreprises sont pour la plupart créées par des gens qui viennent du monde académique et scientifique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les deux caractéristiques. Voilà, après, en termes... Il y a quand même une grosse différence entre, à la limite, VeryCloud, qui a une offre technologique dont on peut dire qu'elle fonctionne, qu'elle est commercialisable dans un délai relativement raisonnable, oui. Et puis d'autres, ils en ont pour 10 ans comme une biotech, en fait, au minimum. Ouais. Donc c'est quand même un sacré écart type. Oui, il y a une différence de maturité. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'à l'intérieur de l'écosystème quantique, il y a aussi des hétérogénéités. Ouais. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est après, bon, ça reste aussi des deep tech. Et pour le point de vue de l'investisseur, effectivement, bon, aujourd'hui, ils connaissent de mieux, enfin ceux qui s'y intéressent du moins, connaissent de mieux en mieux le domaine et savent faire la différence entre nous qui faisons des télécoms, ceux qui font du calcul, ceux qui font des capteurs aussi, puisqu'il y a des dont on n'a pas parlé, qui est un sujet à part entière. Dans le domaine des capteurs quantiques, qui fait du très beau travail. On fera ça aussi l'année prochaine. J'espère. Et je pourrais vous recommander quelques personnes. Donc non, il y a vraiment des domaines comme ça très différents où bon, tout le monde est conscient, enfin tout le monde est conscient, disons, les entrepreneurs et les investisseurs ont conscience que c'est des domaines qui vont... Bon, voilà, quand on regarde finement les choses, c'est assez différent. Ouais. C'est assez différent. Donc il y a une hétérogénéité, il y a un langage commun. Moi, je comprends quand même relativement bien ce qui se passe dans le domaine du développement d'ordinateurs quantiques. Mais oui, comme tu dis, il y a des horizons de développement qui sont différents en fonction des domaines. Avez-vous des questions dans la salle? J'en vois pas en ligne, mais vous écoutez poliment. Vous avez des... Qu'est-ce que ça vous inspire? L'énergie, les applications, les télécoms? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous avez tout compris déjà? Parce que c'est pas évident. Hein. Un Hamiltonien, t'as un théorie écrite à la sortie. Hein. Pas de questions? C'est pas possible. Si, au milieu. Il y a des micros dans la salle ou pas? En théorie, il y a des micros, mais sinon je vous écoute et je répéterai la question. Ah, le micro, il arrive, 2 secondes. Voilà. Le micro est à 7 mètres, à 6 mètres, à 5 mètres, 4 mètres. Merci. Juste, on a parlé rapidement en fait d'IA, d'algorithmes et en fait de la possibilité du calcul mathématique. On a parlé aussi de peur. Est-ce que demain, qu'est-ce que ça pourrait donner d'allier en fait ces logiques d'algo, d'IA et de calcul quantique pour résoudre des problèmes aujourd'hui où technologiquement on n'a pas les capacités de calcul, où on n'a pas l'approche permettant de les résoudre. Typiquement le multivariable que vous évoquiez chez EDF ou d'autres problèmes qui pourraient être sur la finance par exemple et qui peuvent poser des questions sur des impacts sur des marchés ou des très gros secteurs. Voilà. Marc Porcheron, ça, je pense. Oui, en fait, on ne connaît pas la réponse à votre question. Et c'est justement pour ça qu'on investigue le sujet. Ça fait partie de ce qu'il y a de passionnant dans ce sujet, et ça fait partie aussi de ces incertitudes. On parle beaucoup d'avantages quantiques ou de suprématie quantique, mais aujourd'hui, c'est très très difficile de tracer une frontière nette entre ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on saura faire demain lorsque ces calculateurs seront opérationnels. Donc, on pense qu'il n'y aura pas, sur un certain nombre de problèmes particuliers, dont ceux du type de ceux que j'évoquais là, qui sont bien classifiés dans des classes de complexité algorithmique bien précises, on pense qu'il n'y aura pas de grands bouleversements. C'est-à-dire que l'algorithmique quantique ne permettra pas de résoudre miraculeusement
ces problèmes de manière beaucoup, beaucoup plus efficace que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Par contre, il y a toute une zone de problèmes qui sont, si vous voulez, on pourrait dire, entre les problèmes qu'on appelle faciles et ces problèmes-là qu'on appelle difficiles, qui peuvent être accélérés de manière très importante par l'algorithmique quantique. On a cité l'algorithme de Shor tout à l'heure sur un problème particulier qui est dans cette zone intermédiaire entre les problèmes dits faciles et les problèmes dits difficiles, NP difficiles pour le dire plus techniquement. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des problèmes relativement faciles, par exemple des problèmes qu'on sait résoudre en temps polynomial sur une machine classique, mais quand même un polynôme, si la taille des données est grande, ça peut devenir vraiment très très grand et très très long à résoudre. Et vous pouvez avoir des problèmes qu'on sait déjà résoudre avec nos machines classiques, mais qu'on va résoudre beaucoup plus vite en théorie avec un calculateur quantique. Et là, ça peut changer beaucoup de choses. Il y a un algorithme qui s'appelle HHL, qui est un algorithme quantique qui, justement, accélère de manière exponentielle en temps un problème de résolution de système linéaire qu'on sait très bien résoudre sur nos machines, mais on peut imaginer que si cet algorithme, on savait l'implémenter, on pourrait résoudre des systèmes linéaires beaucoup, beaucoup plus grands. Beaucoup, beaucoup plus grands, et donc avoir des applications de calcul quantique qui nous permettraient de résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui en des temps de calcul acceptables. Ça deviendrait des temps de calcul acceptables. Donc je crois que c'est vrai que si ça marche, les conséquences sont très importantes, pas dans tous les domaines, mais dans un certain nombre de domaines très précis où on aura des accélérations, des avantages par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. La question est, c'était le sens de la table ronde, quand ça va marcher, et même est-ce que ça va marcher? Et là, le débat est complètement ouvert. Et donc voilà, la réponse exacte à votre question, on ne l'a pas. Ce qu'on sait quand même, c'est que si ça marche, il y aura de grosses conséquences sur un certain nombre de problèmes particuliers. En fait, tu soulignes le fait que le titre de la conférence était mensonger. On n'a pas la réponse à la question, en fait. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que malgré tout, alors je ne veux pas parler de hype, mais plutôt pour le coup d'émulation dans le monde académique, le développement sur les algorithmes, on a vu aussi que ça a été suivi par des choses super intéressantes dans le développement d'algorithmes classiques. Et il y a des progrès qui ont été faits pour justement répondre aux algorithmes quantiques, et ça me paraît très intéressant à constater. Donc c'est une émulation entre des chercheurs de domaines différents qui fait que, mais ça existe, et c'est pas un phénomène complètement marginal non plus. Alors j'ai une question en ligne pour toi. La question c'est, on partage des clés quantiques avec les télécoms quantiques. Pourquoi on n'utilise pas les télécoms quantiques pour envoyer beaucoup d'informations? C'est la question. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas... Alors, comment dire, je vais donner deux réponses. La première, c'est que sur les réseaux qui existent aujourd'hui, on les utilise uniquement pour échanger des clés parce que, malgré tout, même si les photons se transportent bien, on en perd beaucoup en route et ça donne des systèmes qui sont assez lents. Donc les clés sont très sûres, mais on en fait peu au regard de ce dont on aurait besoin pour sécuriser, par exemple, ce que je regarde sur Netflix. Après, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de sécuriser en général, mais enfin, malgré tout, c'est pour bien dire, effectivement, c'est pas forcément le cas d'usage qu'on va chercher à atteindre. Maintenant, l'intrication, par contre, permet quand même quelque chose d'intéressant, qui est, si on prédistribue de l'intrication, on a une autre tâche qui s'appelle le codage super dense, qui permet d'envoyer 2 bits de communication, 2 bits classiques avec un seul qubit. C'est x2, quoi. Pardon ? Ça fait x2, quoi. Ça fait x2, mais oui, mais ça fait x2, et malgré tout, je sais qu'il y a des gens qui se sont posé la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser ça pour réduire la latence des communications, par exemple, dans des cas où on en a vraiment besoin, de trading haute fréquence, par exemple, il y a des gens qui regardent des choses comme ça. Et tout à l'heure, tu as quand même évoqué le fait qu'on pouvait télétransporter non pas un seul qubit, mais plusieurs qubits qui sont reliés entre eux. Oui. Donc ces qubits qui sont reliés entre eux, ils intègrent de l'information. Oui, mais on ne peut pas la transformer en information classique. Pour faire la téléportation, il faut aussi communiquer. Oui. Ce n'est pas une vraie téléportation, il y a de la communication derrière. On a téléporté l'état quantique avec de la communication classique. Mais c'est une information qui potentiellement est très riche. Elle est potentiellement très riche, cette information. Elle est potentiellement très riche, mais elle n'est pas... Donc elle est naturellement chiffrée en plus, mais elle n'est pas... elle ne va pas plus vite du fait qu'on a utilisé un système quantique. Elle va rigoureusement à la même vitesse. En fait. Une autre question dans la salle? Il n'y avait qu'un seul courageux? Ah si, devant. Alors le micro, là, il est à 30 mètres. J'ai une question très naïve.
C'est pour Alexia, ça. Non, tu veux pas? C'est le labyrinthe. C'est l'analogie du labyrinthe. Non, tu veux pas. Bon. Alors, l'analogie du labyrinthe, qui l'explique? Oui, bon, ce qu'on peut dire de manière imagée, hein, Alexia l'a évoqué tout à l'heure, mais personnellement, je n'ai pas vu vraiment de programme d'algorithmique quantique pour le jeu d'échecs, mais c'est une question intéressante. Je pense qu'il y en a, hein, il y en a. Hein. Non, mais ce qu'on peut avoir comme idée imagée, en effet, c'est que quelque part, l'algorithme quantique permettrait par la superposition d'états d'explorer en parallèle un très grand nombre de solutions possibles en termes de prochains coups. Hein, on sait très bien que la limite, disons, en tout cas, alors faut encore distinguer entre les ordinateurs qui sont maintenant bien meilleurs que l'homme, hein, au jeu d'échecs ou même maintenant au jeu de Go, qui n'utilisent pas des techniques de calcul classiques, hein, qui utilisent plus des techniques proches du machine learning, mélangées que des techniques de calcul classiques. En tout cas, si on prend un ordinateur classique, quelque part, ce qui va le limiter, c'est ce qu'on appelle la profondeur des coups. Il ne va pas pouvoir explorer, ça va prendre beaucoup trop de temps, et même de mémoire, d'explorer un très très grand nombre de coups futurs. Donc de regarder si moi je joue telle pièce, tel coup, que va faire l'adversaire, et si moi je lui réponds, et voilà. Et on va voir un arbre comme ça, de taille exponentielle, extrêmement grand de tous les coups possibles. Ce qu'on peut avoir comme image en tête, hein, c'est qu'un calcul quantique, grâce à la superposition d'états, hein, serait capable d'explorer cette espèce d'arbre de manière simultanée, hein, en même temps, en maintenant une superposition de tous les coups possibles et en raisonnant dessus de manière parallèle. Voilà. On peut avoir cette idée-là. Hein. Encore faudrait-il la mettre véritablement en œuvre pour avoir un avantage dans le calcul. Donc, comment on explore l'arbre de décision? C'est ça votre question, hein? Ben, là, comment on explore l'arbre de décision? C'est un peu ce que j'ai évoqué là avec cette idée. On peut évoquer aussi ce qu'on appelle les quantum walk, hein, les chemins quantiques qui permettent de faire à peu près ça, d'explorer des arbres de manière parallèle plus efficacement que ce qu'on sait faire classiquement. Après, ce que vous soulevez peut-être, c'est le problème de comment on va choisir parmi toutes ces décisions possibles. Alors là, on aborde un autre aspect du calcul quantique, c'est son caractère probabiliste. Hein. C'est pas du tout la même chose que l'algorithmique classique, et en particulier parce que, justement, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que dans ce parcours de toutes ces solutions, de ce nombre exponentiel de solutions, eh bien, on arrive à maximiser la probabilité d'observer, quand on va mesurer le système, celle qui nous intéresse. C'est ça, en fait, le calcul quantique d'un point de vue algorithmique. Hein. C'est-à-dire, on prend un état de quantique qui représente l'ensemble de nos solutions, on applique dessus des opérateurs qui nous permettent de le diriger vers un état dans lequel on espère que la probabilité de mesurer la bonne solution sera la plus importante possible. Donc, effectivement, il faudrait non seulement exploiter cette possibilité du parallélisme quantique, faire évoluer notre système qui explore tous les coups possibles vers les solutions intéressantes, et de manière à ce que la bonne ait une probabilité maximale d'apparaître lorsqu'on va mesurer le système quantique et perdre du coup toutes les autres informations. Ce sera un peu ça un schéma. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est en mémoire. Reformule la question, parce qu'en ligne, ils ne l'entendent pas et il n'y a pas de micro. Alors, la question, c'est à supposer qu'on ait que grâce donc, aux particularités du monde quantique, dont cette fameuse superposition d'états, on ait réussi à mettre en mémoire l'ensemble des solutions de notre problème. C'est effectivement ce qu'on cherche à faire, et sur le papier, le calcul quantique le permet. Comme je disais, encore faut-il effectivement se débrouiller pour que, au moment où on va faire la mesure sur le système, ce soit la solution qui nous intéresse qui apparaisse. Et ça, justement, enfin, ça répond à la dernière partie de votre question. En fait, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on se soit débrouillé pour que ce soit le cas, mais on observera une des solutions parmi toutes celles qui sont possibles, et on espérera que la probabilité qu'on observe la bonne est la plus grande possible, mais tout le reste de l'information sera perdu, et on n'aura pas d'autre garantie que notre algorithme pour espérer qu'on observe la bonne solution à la fin du calcul. Enfin, pour résumer nos propos, là, tout ce qu'il y a des graphes, la résolution de problèmes de graphes, c'est une des grandes classes d'algorithmes que le calcul quantique permettra un jour de traiter. Ça occupe des tonnes et des tonnes d'algorithmiciens. Il y a tout un tas de méthodes de réduction d'algorithmes de graphes à d'autres types d'algorithmes ou à certains types de machines, comme D-Wave que Marc a cité.
Donc c'est un domaine à part entière, c'est un domaine à étudier à part entière. Je crois qu'il faut qu'on arrête là parce qu'on a dépassé notre quota de temps. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. On peut applaudir nos intervenants quand même. Hein. Et peut-être à une prochaine sur le quantique, j'espère, parce que le sujet était infini et inépuisable. Voilà. À bientôt à tous.